Bonjour, bonjour. Hello. Bonjour, Chana. Bonjour, Ronnie. Quoi de neuf? Ça va? 3 juin. On est au mois de juin. On est au mois de juin. On est le 3. Il est 17h30 et on est à Tel Aviv. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, on va revenir sur cette semaine avec des choses. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus les infos sont folles. Bref, alors, de quoi on parle? On parle de la discussion où Trump insulte Netanyahou, parce que c'est tout à fait normal de dire Entre amis. entre amis, you're Entre fucking potes. crazy et compagnie. Donc, on va débriefer ça et comment ça a été vu par les Israéliens. Aryeh Deri, le chef de parti ultra-orthodoxe séfarade, le Chasse, a décidé de menacer de faire la grève des impôts, de ne plus payer d'impôts, on ne sait pas lesquels, mais parce qu'il n'en paye déjà pas, mais on va débriefer. On va parler du stand israélien interdit dans un salon d'armes et de défense en France, parce que ça continue sur la lancée, quoi. C'est normal. Et moi, je voulais parler aussi d'une proposition de campagne que Naftali Bennett a fait, qui est intéressante pour comprendre le système éducatif en Israël. Il propose de faire une sorte de révolution un petit peu dans comment l'éducation fonctionne en Israël. Ouais. Donc, on va en parler. Et puis, on est en juin, c'est le mois des fiertés. En Israël, c'est la folie. Et donc, ça commence, on va faire le point là-dessus. Et puis, on va vous tenir au courant de plein de petites actualités, revues de presse. On se lance ? Ouais, on va commencer par les choses sérieuses. Dis-nous tout. Cette semaine, le Liban. Ah oui, on commence. Parce que oui, dans toute cette joie, alors, on oublie qu'il y a quand même la guerre au Liban, la guerre dans le nord d'Israël. Ouais. Donc on va parler de ça. Vas-y, fais-nous un point. Alors, il y a eu un nouveau cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu. Pendant le cessez-le-feu. Il y a un re-cessez-le-feu. Non mais attends, ça c'est quand même dingue. C'est-à-dire, c'est un cessez-le-feu qui cesse le cessez-le-feu. Il cesse pas le feu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais rien. Mais en fait, c'est un cessez-le-feu où il y avait du feu. Il y avait en fait, c'était un cessez. Tu vois ce que je veux dire? C'est une blague juive le truc. De toute façon, c'est clair qu'ils se foutent de notre gueule. Non mais c'est quand même dingue. Évidemment, mais parce qu'on le sait sans rigoler maintenant. Pratiquement tous les jours cette semaine, il y a eu des soldats qui sont tombés au combat, au Liban et en Israël. Et donc, en fait, on nous dit cessez-le-feu, mais c'est tout sauf. Ouais, on en est à 21 morts depuis le début du premier cessez-le-feu. Je crois que c'est 13, je crois. 13 soldats. Qui sont morts au Liban et en Israël. Oui. C'est ça qui est dingue. Un hier, un avant-hier. C'est surtout la plupart, c'est des attaques de drones. Ouais. Alors, cette histoire de drone, on va en reparler. Mm-hmm. Donc, pour revenir au début, la guerre avec l'Iran, et puis la fin des frappes israéliennes et américaines en Iran, et donc le cessez-le-feu de cette guerre-là avec l'Iran. Et ce qui s'est passé, c'est que les Iraniens ont demandé que si on faisait un cessez-le-feu, il devrait y avoir aussi un cessez-le-feu entre le Liban, entre le Hezbollah et Israël. Vu que c'est un proxy. Vu que c'est à eux, donc ils s'en cachent même plus. Donc ils disent clairement, s'il y a un cessez-le-feu avec nous, il y a évidemment un cessez-le-feu avec le Hezbollah. Le problème, c'est que le Hezbollah, il continue d'envoyer des drones. Et donc, le gouvernement israélien, l'armée israélienne, ils ont dit, nous, oui, il n'y a pas de problème, mais bon, si vous continuez, on ne va pas se laisser marcher sur la gueule pendant qu'il y a ce soi-disant... Parce que... Oui, c'est-à-dire Israël riposte aussi après. Je ne sais pas s'ils savent... Enfin, je ne sais pas si vous savez... Ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas, salut les Sénégalais, et qui ne sont pas au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a ce soi-disant cessez-le-feu entre l'armée américaine et l'Iran, mais même entre eux, il n'y a pas non plus un vrai cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'ils se mettent sur la gueule tous les jours. Il y a un missile par-ci, il y a dans le détroit d'Ormuz. Et donc... et même avec les pays du Golfe, hein. Là, il y a 1 heure, il y a des drones qui sont tombés au Koweït. Donc, il y a des missiles qui sont interceptés sur les Émirats. C'est-à-dire que c'est des cessez-le-feu où il n'y a aucun cessez-le-feu. Je crois que c'est...
J'entendais hier un Américain qui faisait un debriefing et qui disait que c'était le premier cessez-le-feu de l'histoire moderne où vraiment on se demandait ce que c'était. Enfin, la guerre est clairement, elle continue. Oui, c'est plus un apaisement en quelque sorte. Ouais. On est dans une sorte de ralentissement des combats, mais on n'est pas du tout dans un arrêt des combats. Moi, je trouve que alors, Israël continue à avancer au Liban. Je trouve que c'est criminel. C'est-à-dire je trouve que commencer une guerre comme ça, à propos de Donald Trump, commencer ces frappes-là sur l'Iran, en arriver au point où les mollahs sont à genoux. T'es presque au bout, quoi. Mm-hmm. Et avant de donner le coup de grâce, tu dis, bon, bien, on va discuter. Et je comprends pas. Franchement, il fait des zigzags, Trump. Mais c'est au moment crucial, au moment de finir l'histoire, c'est-à-dire au moment où il a fallu envoyer des soldats, et pour vraiment prendre les positions et dire, OK, c'est bon. Et ben il a dit, bon, on va discuter. Non, mais c'est pas venu de nulle part. Ils ont pris Hormuz, qui était prévisible. Les prix de l'essence ont augmenté dans le monde entier. Les gens ont commencé à accuser surtout Israël. Ils ont pris Hormuz, mais parce que les Américains, en gros, ils les ont laissés prendre Hormuz. Oui, évidemment, mais c'est une grosse erreur stratégique, évidemment. Ils les ont laissés stratégique et tactique. Et depuis, on est à la merci à cause de Hormuz. Et donc, on discute avec les Iraniens et eux, ils prennent leur temps. Et t'as vu que Trump a dit là, il y a 2 jours, j'ai discuté avec Israël et le Hezbollah. C'est-à-dire maintenant, Trump, il est en cave Yachar avec le Hezbollah, quoi. Non, mais c'est pas compliqué de discuter avec le Hezbollah. Non, mais le président des États-Unis, c'est-à-dire vraiment, on ne comprend plus ce qu'il veut, en fait. Et donc, le Hezbollah continue à taper sur Israël depuis le début de ce cessez-le-feu, surtout d'envoyer des drones. Et donc, Israël riposte. Et là, tu as les Iraniens qui ont été voir... Et donc, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des frappes, il y a eu des morts en Israël, des soldats israéliens, et le gouvernement israélien, ils ont dit qu'ils allaient riposter sur la Darkha, donc sur ce quartier de Beyrouth où vivent les dignitaires du Hezbollah, parce qu'ils habitent à Beyrouth, on sait où ils sont. Mm-hmm. Et donc, l'armée israélienne, il a dit, si c'est comme ça, si c'est ce que vous voulez, on y va. Mm-hmm. Que je trouve aussi assez... j'ai trouvé ça aussi très chelou, cette déclaration. Trump a arrêté. Qui se mettent que Netanyahou passe à la télé pour dire « Demain, on va faire ça ». Et après, Trump lui a dit « Gars, c'est mort, tu tapes pas à Beyrouth ». Ouais, voilà. Et du coup, ça s'est arrêté. Et du coup, non, moi j'ai vu l'enchaînement, c'est-à-dire que c'était vers 19h heure d'Israël. Il y a une première discussion entre Netanyahou et Trump où apparemment il l'a informé qu'il allait taper dans quelques heures à Beyrouth. Trump lui a dit « Gars, c'est mort, tu fais pas ça ». Parce que c'est Trump qui décide ce que nous on fait. Ouais, bah oui. C'est ça qui est génial. Pendant ce temps-là, il y a une Yeshivat Memchala, donc il y a eu vraiment une réunion du gouvernement, mais il n'y avait pas les ministres parce qu'ils étaient à une bar mitzvah d'un mec du Likoud. C'est très important. Très important. C'est plus important. En pleine guerre, non mais c'est dingue. Et donc, on se retrouve dans une situation où Trump et Bibi reparlent vers 22-23 heures. Il lui dit « C'est mort, tu ne bouges pas. » Tu fais rien. C'est là où il traite. Et là, il lui dit « You're fucking crazy. Tu me dois tout. Sans si moi, t'es pas en prison, si t'es pas en prison, c'est grâce à moi. Tout le monde déteste Israël. C'est à cause de... Non, mais vraiment, genre... À cause de toi, tout le monde déteste Israël. À cause de ça. À cause de ça, à cause du fait que tu vas frapper au Liban. Ce que je trouve et I saved your ass. Mais ce que je trouve incroyable quand même, non, mais tu te rends compte la honte pour Israël ? Non, c'est la honte pour Israël, c'est clair, mais je trouve quand même incroyable qu'il y a une parallèle entre ce que le Hezbollah a le droit de faire, c'est-à-dire que les enfants dans le nord d'Israël, eux, ils vont pas à l'école, mais nous, on n'a pas le droit de riposter là-dessus. Pourquoi ils vont pas à l'école ? Explique. Ils vont pas à l'école parce qu'évidemment, il y a des drones et il y a des missiles qui sont tirés le nord d'Israël, Kiryat Shmona, les villes qui sont bombardées, mais en permanence. Naharia, bref, toutes les villes du nord d'Israël sont bombardées en permanence depuis le Liban. Et donc, Israël a dit, on va riposter. Et là, tu as le président américain qui vient dire « Non, les gars, moi, je suis en train de faire mon petit deal avec les Iraniens. S'il vous plaît, me gâchez pas le truc. » Parce que, en fin de compte, ceux qui mettent la pression sur Donald Trump, c'est les Iraniens qui lui disent « Si toi,
t'empêches pas les Israéliens d'aller taper sur nos gars à nous, le Hezbollah, nos proxys. Si toi, tu les empêches pas, nous, on reprend la guerre avec toi. Et donc, tu as le gouvernement américain qui vient, qui dit, bah ouais, t'es un malade, fais pas ça, tout le monde te hait, non, tout mais ça. tu te rends compte. On est vraiment... Et donc, voilà, c'est ça le cessez-le-feu. Donc, pendant ce cessez-le-feu, ce vrai faux cessez-le-feu, là, ce qu'ils ont dit hier, c'est qu'on ne tapait pas... Donc, le Hezbollah n'irait pas taper sur les villes israéliennes. Et en contrepartie, nous, on n'allait pas taper sur Beyrouth. Mais, et ça, c'est pas compris dans le cessez-le-feu, on continue à se foutre sur la gueule au sud Liban. Oui. Ça, oui. Ça, c'est pas compris dans le deal. Donc, si vous vous demandez c'est quoi ce cessez-le-feu, nous aussi, on a du mal à comprendre. Mais pour l'instant, le deal, c'est on se tape sur la gueule dans le sud Liban entre Israéliens et pro-Hezbollah. Ce qui est quand même fou qu'il reste autant de Hezbollah alors qu'on est en guerre et qu'on est censé les virer, les tuer, s'en débarrasser, les désarmer. Surtout qu'après la guerre des 12 jours, ils nous ont dit qu'après la guerre des 12 jours, ils nous ont dit que le Hezbollah avait été 80% de Hezbollah, machin, et au final, on continue. Donc, même ça, je me dis, qu'est-ce qu'on fait ? Et ce gouvernement, enfin, il a aucune réponse. Et donc, on met franchement les soldats israéliens en danger, puisque eux, ils sont au sud Liban, ils sont sur le terrain, et qu'on leur dit pas, bon bah, on a un deal avec les Iraniens, donc vous retournez, vous repassez la frontière dans l'autre sens. Non. Et donc cette semaine, on apprend que l'armée israélienne a, je sais pas, tu dis, l'Irbosh a conquis. On a attrapé, on a pris le Beaufort. Donc, on a avancé la ligne de l'armée. Et donc on a pris ce bastion du Hezbollah dans lequel il y avait 3 soldats, qui est une ruine de l'époque. C'est une ruine, un château de l'époque des croisés, mais pour l'avoir vu, c'est une ruine. Il y a rien à faire là-bas. Et donc ils ont pris ce truc-là. Là encore ce matin, ils ont fait tout un tekes là-bas, toute une cérémonie de la brigade des Golani. Et pourquoi ? Et donc, tu as des soldats qui sont là-bas, et eux, ils ont le droit de se protéger, c'est tout, quoi. Ils sont là-bas pour se protéger eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent rien vraiment faire, puisqu'il y a ce soi-disant cessez-le-feu, où on est censé pas trop abuser non plus. Et en fait, ça faisait donc 20 ans qu'on n'était plus... qu'on était parti de tout ça, en fait. Et donc, on se retrouve... Pendant les années 80, après la guerre du Liban, la guerre qu'on appelle Shlom HaGalil, donc la paix au Liban, la guerre du Liban. Non, Galil. Shlom HaGalil. Oui, donc c'est pas la paix au Liban, c'est la paix en Galilée. Shlom HaGalil, la paix en Galilée. Oui, c'est vrai. Pourquoi je dis la guerre du Liban Après la guerre du Liban, Israël avait fait une espèce de zone tampon. Et donc, pour empêcher le Hezbollah de descendre trop vers le nord d'Israël, ils avaient mis des bases. Une sorte de no man's land. Voilà, et il y avait cette zone tampon, et dans cette zone, il y avait plusieurs grandes bases dans lesquelles il y avait des soldats israéliens. Et en plus des soldats israéliens, il y avait Tzadal, donc c'est l'armée du sud Liban qui était pro-israélienne. Donc c'était des Libanais qui se battaient aux côtés d'Israël contre le Hezbollah. Ouais. Et donc, moi, quand j'ai servi au sud Liban, on était avec eux dans ces bases. D'accord. On était donc avec des Libanais c'était souvent des chrétiens qui se battaient contre le Hezbollah et contre les chiites et tout ce terouf. Et donc, dans toutes ces bases, elles sont vraiment une zone tampon. Et ce qui était très compliqué, c'était d'aller... de faire rentrer et sortir des soldats, d'approvisionner les bases, parce qu'elles étaient dans le Liban. Et pendant toute cette période, il y avait au moins un soldat qui tombait par jour. Ah ouais. Ah ouais, c'était horrible. Mais c'était la doctrine, c'était on reste dans ce... Mais c'était très contesté, ça, avec les 4 maires qui ont fait un mouvement de protestation énorme. C'était horrible, il y avait tous les jours... qui disaient on ne peut pas continuer comme ça, il faut partir du Sud-Liban. Tous les soldats combattants israéliens de cette époque-là, moi compris, ont connu le Sud-Liban. Il fallait y passer, quoi.
fallait y passer, et tu faisais des périodes de 4 mois où tu étais ou dans une base qui était vraiment à la frontière, ou dans ces bases qui étaient de l'autre côté de la frontière. Et il y avait des attaques de Hezbollah. Et oui, donc quand tu étais dans une base comme ça, tu y allais, tu restais 3 semaines, un mois dans la base, et la fonction première de cette base, c'était déjà de se défendre. D'accord. De pas crever quoi, dans la base. Ouais. Et après, tu attendais le ravitaillement, et tu attendais qu'il y ait un convoi, parce qu'il fallait faire des convois super compliqués pour pouvoir rentrer et sortir de ces bases. Et le Hezbollah, qui n'était pas con non plus, ils attendaient les convois et ils tapaient sur les convois. Et c'est comme ça que tous les jours, il y avait des soldats qui tombaient. Et donc, pendant la période où Ehud Barak était Premier ministre, il a décidé qu'on quittait cette zone tampon et qu'on faisait ressortir tous les soldats du sud Liban. Ouais. Je crois que c'est 99, 2000, je ne me rappelle plus de la date. Et donc, en une nuit, ils ont fait une opération de fou et ils ont rapatrié tous les soldats. Ils sont sortis, on est sortis du sud Liban, et on a rapatrié aussi tous les gens qui avaient aidé les Israéliens. Donc, pour les protéger, qu'ils ne soient pas attaqués. Donc une partie de ces soldats qui faisaient partie de l'armée de l'armée libanaise pro-israélienne, eux ont été rapatriés en Israël et on leur a donné la nationalité israélienne. Enfin, ils ont choisi s'ils voulaient. Oui, ils ont choisi. Oui, il y en a qui ont préféré se barrer ailleurs, mais il y en a beaucoup qui sont venus en Israël. Ouais. Et leurs enfants sont israéliens jusqu'à aujourd'hui. Voilà quoi. Et donc on était content d'avoir quitté. Et ben là, on y retourne. Donc 20 ans après, la seule solution qu'a ce gouvernement de fou furieux, c'est d'aller reprendre des bases qu'on avait quittées et qu'on sait très bien que c'est intenable. Parce qu'il va falloir faire des convois, il va falloir tenir ces bases, il va falloir se défendre dans les bases. En plus, maintenant, ils ont des drones, ils ont de la technologie qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans. Et de toute façon, on sait très bien qu'on va être obligé de les quitter. Donc à quoi ça sert ? On se demande. Tu sais ce qu'on a fêté cette semaine ? Mais tout le monde était content. Cette semaine, tout le monde était content. Tous les ministres de ce gouvernement étaient là. Ouais, on les a eus. Mais ça me dégoûte. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine ? Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, j'enchaîne sur cette joie énorme. Cette semaine, c'était l'anniversaire de la première élection de Netanyahou il y a 30 ans. J'en reviens pas que ça fait 30 ans. Alors, il n'a pas été non-stop au pouvoir. Mais la première fois qu'il a été élu, c'était à 30 ans. Voilà. Tu te rends compte ? Voilà. Et un autre truc lié à Netanyahou dans cette petite revue de presse, c'est aussi un de ses conseillers les plus proches, Jonathan Ourir, qui a été... comment on dit Ktavichon, qui a été... accusé. Ouais, inculpé. Inculpé. Pas encore inculpé. Non, c'est pas encore inculpé. Il a été mis en examen. Ouais. Enfin, il y a vraiment une procédure qui a été lancée contre lui pour corruption. Non, pas pour corruption, pour trahison. Pour trahison. Pour avoir passé des documents secrets en temps de guerre. Au Qatar. Et des documents qui menacent directement la sécurité d'Israël. Parce qu'en fait, c'était des documents qui informaient apparemment sur un point de contact qui est à Gaza qui permettait... Que fait l'opposition ? Qui permettait de... Quel rapport avec l'opposition ? Mais qu'est-ce qu'ils foutent ? Si c'était le contraire... Continue, vas-y, finis, explique ce qui s'est passé. Non, donc en temps de guerre, quand il y a eu les 6 otages ont été tués, il y a eu un soir en août, je crois, ou en juillet, en août, où ils ont été tués. Et il y a eu un énorme mouvement de protestation par rapport à ça. Donc c'était Hirsch, Carmel, Eden et d'autres. Et à ce moment-là, pour essayer de restreindre ce mouvement de contestation énorme, où je pense que Netanyahou a très, très peur qu'il soit vraiment que son gouvernement tombe à cause de ça, il a envoyé, donc ce Jonathan Ourir, il a envoyé des documents secrets et qui n'avaient pas reçu l'autorisation de publier au Bild, un journal allemand, et au Qatar, pour en fait faire sortir des informations sur les otages, sur comment Israël a même des informations sur les otages, et donc en mettant
en danger direct la vie des otages et la sécurité d'Israël parce que c'était des points de contact, des renseignements, de sources qui sont à Gaza, qui sont implantées. On ne sait pas exactement qui c'est, on ne sait pas tout. Mais du coup, ça met en danger direct ces personnes-là ou ces institutions qui en fait donnaient des informations au quotidien aux renseignements israéliens. Donc il a été mis en accusation, c'est ça le terme je crois, mis en accusation cette semaine, ce qui est la première fois dans l'histoire d'Israël que quelqu'un de proche d'un gouvernement israélien, d'un premier ministre payé par l'État est accusé de trahison d'État et de mise en danger de la sécurité d'Israël. Et tu crois vraiment qu'il va se passer quelque chose ? Et là, je reviens à ma question de tout à l'heure. C'était quoi ta question ? Que fait l'opposition ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire actuellement, c'est-à-dire la justice suit son cours. Si ça avait été le contraire, à chaque fois je me dis, mais si au gouvernement on avait l'opposition et qu'à l'opposition on avait Netanyahou, il serait du soir au matin en train de nous rendre fous. Et nous, on les entend pas beaucoup, je pense, les chefs des partis de l'opposition. Déjà, tu vois, il se passe des trucs mais incroyables. Mais rien. Ouais, mais il s'en passe tellement cette semaine. Avec ce qui se passe au Liban, avec la politique, et tu les entends, mais... Je sais pas si tu les entends pas, c'est un peu noyé dans la masse de tellement de... Tu vois, il y a la première loi des solutions de la Knesset qui est passée cette semaine, donc on n'est toujours pas... c'est toujours pas acté qu'on aille aux élections. On va en parler, les ultra-orthodoxes et le gouvernement et la coalition qui font passer une sorte de liste de lois plus folles les unes que les autres pour se passer des budgets, etc. Et je sais même plus, en fait, j'ai l'impression que tout est noyé dans une masse, et c'est leur stratégie d'ailleurs. Ils appelaient ça, tu te souviens, pendant la réforme juridique, ils appelaient ça le salami, comme la stratégie du salami, à chaque fois une petite tranche. Ouais, des petits trucs. Donc ils font passer plein de trucs qui sont en soi terribles, mais au final, Mais tu as l'impression qu'en face, il n'y a personne pour répondre ou faire s'arrêter, ou je sais pas. Enfin bref, pour en finir avec le Liban, donc on est vraiment dans cette position extraordinaire où, en fin de compte, il n'y a pas vraiment un cessez-le-feu, puisque cet après-midi encore, il y a des drones qui sont tombés sur Kiryat Shmona. Là, il y a à peine 2 heures. Le gouvernement a remenacé de taper sur Beyrouth. Je ne sais pas où ça en est. Et tu as ce bras de fer entre Trump et les Iraniens qui continuent, qui restent. Et en fin de compte, nous, on est un peu pris entre les deux à attendre. Oui. Et il ne se passe rien. Et c'est normal. Et donc, il y a la guerre en Israël depuis 2023. Il y a la guerre au sud du Liban et au nord d'Israël qui ne s'arrête pas. Et pour vous donner une idée, parce que ça vous paraît peut-être loin, le nord, le machin, la frontière avec le Liban, c'est à 130 km de Tel Aviv. Oui, donc, le Hezbollah, s'il décide demain d'envoyer des missiles sur Tel Aviv, déjà fait. Il n'y a pas de problème. Non, mais même parce que j'ai des amis qui me disent oui, mais est-ce que vous en souffrez, vous, directement de la guerre avec le Liban, etc. Et je dis, mais même si on n'en souffre pas, c'est-à-dire que nous, on n'a pas de sirène à Tel Aviv ces dernières semaines, en fait, imaginez-vous pour la France que c'est 130 km. S'il y a une guerre totale à 130 km de chez vous, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Et on en souffre aussi parce qu'on envoie nos enfants là-bas. C'est ça. Non, c'est ça, bien sûr. Tu vois, il me posait la question, moi, personnellement. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, l'armée israélienne, c'est une armée de jeunes. C'est les enfants des Israéliens. C'est pas une armée de formation. Voilà, c'est tout le monde y va. Enfin, tout le monde. Sauf ceux qui y vont pas. Eh bien, très bonne transition. C'est incroyable, ça. Et donc, depuis 3 ans, depuis le 7 octobre, donc, tout le monde va à l'armée. Ce qui se passe souvent à l'armée, c'est que on fait le service militaire 3 ans pour les garçons, 2 ans pour les filles. Donc, déjà, ça fait une grosse masse de personnel. Mais la très grosse masse de l'armée israélienne, c'est les réserves. C'est ceux qui ont été libérés après qu'ils aient fait leur service, mais qui redonnent généralement 1 mois par an jusqu'à l'âge de 40 ans pour les unités combattantes et un peu moins pour les autres unités. Et donc, tu as tous les hommes de 18 à 40 ans qui sont plus ou moins... Qui peuvent être mobilisés. Et donc, depuis le 7 octobre, il y en a beaucoup qui sont mobilisés et qui sont remobilisés et remobilisés. Et donc, quand il y a un très grand manque d'effectifs,
Attends, je resitue parce que c'est vrai que dans un discours israélien, on a l'habitude de parler comme ça. Moi, je trouve que quand je fais un petit zoom out, t'as 100% raison qu'on est en manque d'effectifs, mais on est en manque d'effectifs parce qu'on est en guerre avec tous les pays possibles et inimaginables, sauf les 2 pays avec lesquels on a signé un accord de paix. Et donc, en fait, c'est-à-dire que là, on va continuer la discussion à parler des ultra-orthodoxes et de la folie totale, mais moi, je trouve que ce qui manque très souvent quand on parle de ce sujet-là, parce qu'on est en guerre depuis 2023, c'est de se dire que la solution à tout ça, c'est pas nécessairement d'engager encore et encore et encore plus de gens à l'armée, c'est surtout d'arrêter les guerres qui sont en cours, de faire des vrais cessez-le-feu, d'avoir une politique de long terme, de faire des accords régionaux pour déjà pour arrêter la folie avec l'uranium des Iraniens, pour canaliser le Hezbollah, pour désarmer le Hamas comme Trump s'y est engagé, ce qui n'est pas du tout le cas. Enfin, en fait, on est tellement, je trouve, dans notre réalité d'Israël où au final, on est vraiment en manque d'effectifs par rapport à la menace sécuritaire, mais avec un gouvernement qui pousserait à des accords de paix ou au moins à des accords de résolution temporaire, de cessez-le-feu temporaire. Le but, c'est pas qu'on ait des mecs de 40 ans qui soient à l'armée, je sais pas, 200 jours par an. Ouais, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Bah, je sais bien que t'es pas d'accord avec toi. Parce que je pense que c'est... Il y a encore un mec dehors ? Non. Comme la semaine dernière. Non. J'avais coupé, t'as vu. Là, je couperai pas. Il y avait quelqu'un dans le jardin. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que cette guerre-là, c'est pas une guerre expansionniste israélienne que le gouvernement a cherché. C'est pas nous qui la voulons. C'est-à-dire que mais attends, le 7 octobre, c'est aussi la responsabilité de ce gouvernement qui aurait dû nous protéger. Ça, on est d'accord. Okay. Ça, on est d'accord. Mais à partir du moment où cette guerre a été déclarée, enfin, en face, il y a des vrais ennemis. Oui, on est d'accord. Et donc, peu importe qui serait au gouvernement là maintenant, c'est-à-dire que si demain on passe à un gouvernement Lapid Bennett ou Yair Golan ou peu importe, ou la Reshima Meshutefet, bref, peu importe, c'est pas que l'Iran va dire ah bah ok, on arrête tout. C'est pas que le Hezbollah va arrêter d'envoyer des missiles. C'est évident. C'est juste que on n'a pas de stratégie. Donc en fait, notre stratégie, c'est une guerre sans fin. Et donc il n'y a même pas une... Non, je suis pas d'accord avec toi. C'est évident mais que... même si on avait une stratégie... Enfin, je pense qu'il y a une stratégie, il y a une volonté, j'imagine, d'essayer d'arriver à un accord avec les Libanais. Mais il n'y a personne... Qui te dit ça? Ou est-ce que tu vois une personne du gouvernement qui dit ça? Mais ok, si demain, tu as Bennett qui est Premier ministre et qui voulait faire un accord avec les Libanais, oui. Les Libanais, ils ne sont pas en position de faire arrêter le Hezbollah de nous taper dessus. Non, on le sait, on est d'accord. Parce que sinon, ça serait fait. Une énorme partie de ce qui fait qu'Israël peut gérer sa sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est aussi une harta, c'est-à-dire il y a besoin qu'on ait une vraie force militaire qui fasse peur aux gens autour de nous et qu'ils y pensent à 2 fois avant de nous attaquer. Et ça, on l'a perdu. On l'a perdu, et ça vient d'une mauvaise stratégie. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qui a peur de nous? Ça fait 3 ans, il ne se passe rien et on dit ceux qui n'ont pas peur de nous, entre guillemets, c'est ceux qui n'ont rien à perdre parce que leurs intérêts, ils ne sont pas de là où ils tapent. Par exemple, le Hamas, leurs intérêts, ils n'ont pas l'intérêt des Palestiniens. Non. Le Hamas, ils ont l'intérêt de Téhéran. Ouais. On est d'accord que c'est pareil avec le Hezbollah. Ils ne sont pas là pour aider les Libanais. Ils délivrent pas les Libanais d'Israël. Ouais. Israël n'est pas expansionniste au Liban. Non. Ils sont là pour faire chier les Israéliens. Et en plus, mais les ça Libanais... fait des années que c'est le cas. On est c'est pas d'accord. un nouveau problème. On est d'accord, mais ce problème-là, il se résout. Il se résout pas en faisant... Nous, on peut faire demain, on peut signer la paix avec Mais c'est pas la guerre avec... Non. On n'est pas en guerre avec le Liban. C'est pas ce que je dis. Je pense pas que la solution, c'est une guerre Israël-Liban. Je pense qu'il y a des intérêts. La paix, ça se fait sur des intérêts communs. Les intérêts communs, ils sont stratégiques, ils sont économiques et ils sont sécuritaires. Et tu crois qu'on a des intérêts? Je pense qu'on a des intérêts communs avec des pays du Golfe, avec des pays arabes, avec des pays qui ont pour intérêt... Ils ont trop peur de l'Iran. On les voit là chier dans leur froc, tous. Israël ne prend aucune initiative et Israël est complètement bloqué par Trump. On n'est pas...
écoute, je veux pas faire l'apologie du gouvernement Netanyahou, parce que là, tu me pousses. Bah non, mais tu as le droit de penser différemment de moi, mais je pense que... Tu me forces à dire des trucs bien sur Netanyahou et ça me fait mal. Qu'est-ce que tu veux dire de bien ? Je veux dire qu'il y a quand même les accords d'Abraham. Qui sont en train de tomber à l'eau totalement. Oui, mais il y a des premiers pas qui ont été faits. Si c'est pas le manque de volonté israélien de faire la paix avec tous ces pays-là. C'est pas ça le problème pour moi. Le problème, c'est que, par exemple, un pays comme l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas peur de faire la paix avec l'Israël. Ils ont peur des représailles iraniennes. Et donc, ils se disent, dans leur intérêt à eux, que ça vaut moins le coup de faire la paix avec les Israéliens que de faire chier les Iraniens et de se les mettre à dos. Et on a bien vu là, pendant ces 2 dernières années, pendant les 40 derniers jours, ils se sont fait taper sur la gueule, il n'y en a pas un qui a répondu. Le Koweït, les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, il n'y en a pas un qui l'a ouvert. Ils disent rien, ils ferment leur gueule, ils laissent les Américains et les Israéliens, en fin de compte, faire le boulot. Et c'est pas par hasard que Trump, il a dit la semaine dernière, s'il y a un accord de paix avec l'Iran, je forcerai l'Arabie Saoudite à signer les accords d'Abraham. Parce qu'il leur dit, les gars, il va falloir payer à un moment. Il va falloir arrêter de pas prendre vos responsabilités. Oui, mais encore une fois, tu pars d'une théorie où je suis pas d'accord de base avec la théorie. Que toi, tu rentres dans la stratégie, je dis pas que volontairement et c'est ce que tu penses sincèrement, mais dans la façon dont je regarde ce que tu dis qu'en fait, la solution pour être dans cet axe-là, c'est de rentrer en guerre nécessairement avec Israël et les États-Unis. Déjà, ils sont rentrés en guerre. Les pays du Golfe, ils s'en sont pris plein la gueule. Ouais, mais ils ont rien fait. Arrête, pendant tout le début de la guerre, ils ripostaient. Tu sais que l'Arabie Saoudite... Pas l'Arabie Saoudite, je te parle Koweït et Abu Dhabi. Et, le Koweït, l'Arabie Saoudite, c'est des Émirats. Et les Émirats, ils ont des budgets militaires qui sont parmi les plus gros budgets du monde. Ils ont des armées de l'air. Le fait qu'ils ne soient pas d'accord avec la stratégie qu'il faut taper sur la gueule des gens, moi, c'est quelque chose qui me convient. Je pense pas que la stratégie où on doit détruire tout et ne passer par aucun... Il y avait Israël et les États-Unis sont partis en guerre. On n'est pas d'accord par rapport à l'Iran. Parce que moi, pour l'Iran, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller leur taper sur la gueule à un moment. Et moi, je suis pour la paix. Mais ce gouvernement-là, il n'est pas pour la paix. Guerre, de leur taper sur la gueule... Ok, mais le but c'est quoi après ? C'est que ça amène à un nouvel ordre. Un changement de gouvernement en Iran. Ah bah si on voulait d'autres solutions. D'accord. Alors si on voulait un changement de gouvernement, fallait sortir quand ils sont sortis tous dans la rue en janvier, oui. Et c'était ce moment-là qu'il fallait taper. Mais depuis, et on en a parlé la semaine dernière, et depuis, on sait qu'il y a eu des plans pour au moins essayer de changer le gouvernement. On en a parlé avec Ahmadinejad qui avait été, et c'est passé d'ailleurs cette semaine. Ils ont fait passer l'info. Je pense que celui qui n'a pas eu les couilles d'y aller, je suis désolé de dire des gros mots, c'est Trump. Si Trump il avait été au bout, on aurait aujourd'hui une armée kurde qui serait rentrée à Téhéran. Non, je pense on aurait eu un changement de gouvernement. Non, c'est pas des fantasmes. Il y a que comme ça que ça marche. Tu peux pas. Tu fais la guerre ou tu la fais pas. Tu la fais pas à moitié. T'envoies pas les gens crever et au milieu tu t'arrêtes et tu dis bon maintenant on va regarder. La question parce qu'ils s'en sortent encore plus fort. Les Iraniens. Mais ça on est d'accord. Ils s'en sortent encore plus fort. Leurs voisins, ils savent maintenant que vaut mieux pas qu'ils signent n'importe quoi avec les Israéliens parce qu'ils vont de facto se retrouver ennemis de l'Iran qui a tenu tête à Israël et aux États-Unis. l'Iran indépendamment d'Israël. Mais ça va être l'ennemi total. Et voilà quoi. Et c'est ça le message qui passe. Moi, je suis pas d'accord sur l'analyse, mais je suis pas d'accord. Je pense que c'est une course à plus de guerre et plus de... Non, il y a qu'une guerre. Il y a qu'une guerre et elle est avec l'Iran et c'est tout. Le reste, on perd notre temps. Quand on va taper à la Darija, quand on va taper à Beyrouth, quand on va taper les Houthis, on perd notre temps. Enfin, on riposte. C'est tic for tap, tic for tot. Bref, tu vois, c'est de la tactique, mais c'est pas de la stratégie. Encore une fois, le fond de ma pensée, c'est que les seules frontières et les seules parties du Moyen-Orient qui ne sont pas en guerre, c'est les 2 seuls pays avec lesquels on est en paix.
Et les 2 seuls pays qui nous amènent de la sécurité, c'est les 2 seuls pays avec lesquels on est en paix. C'est pas des gens qui nous aimaient, c'est pas des gens qui nous aimaient. Intérêts, mais c'est clair. Et ben, c'est ce que je dis. Et ben, donc il y a un moment où c'est comme ça que ça fonctionne. C'est soit on continue à faire la guerre. N'a pas les mêmes intérêts. Il serait content de signer. Juste avant la guerre, on était à 2 doigts de faire une normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et c'est pour ça que c'est Netanyahou qui a arrêté ça. Non, bien sûr que si. Mais c'était bien avant ça qu'ils ont arrêté. Israël ne voulait pas de ça. Israël, comment il s'appelle ? Israël veut pas la paix avec le gouvernement. C'est Netanyahou, bien sûr. Il veut pas la paix avec les Saoudiens. Netanyahou, il ne veut pas qu'on puisse. Il veut garder Israël dans une situation de crise où on n'a pas un sentiment de sécurité pour dire je suis monsieur sécurité, je vous donne la sécurité. Et je ne sais pas comment, mais ça continue à fonctionner pour lui. Je suis pas d'accord avec toi sur les accords d'Abraham et sur les Saoudiens. Peut-être avec les Palestiniens, oui, la théorie du partager pour mieux diriger ou pour mieux vaincre, on a vu le stratagème d'avoir le Hamas dans la bande de Gaza, on a vu où ça nous a amené. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais en parallèle, on a signé les accords d'Abraham avec tous ces pays. Mais ces accords d'Abraham, ils veulent rien dire. C'est des accords économiques, c'est pas des accords de paix. C'est des pays avec lesquels on n'était pas en guerre. Encore une fois, c'est un exercice. Maintenant, mais c'est un exercice de Netanyahou de nous vendre ça comme des accords de paix. C'est des accords économiques, de relations économiques. Ok, super. C'est pas des accords de paix. Les accords de paix, ça veut dire on ne s'attaque pas et on fait un accord de paix avec qui on est en guerre. Ils vont pas faire un accord de paix avec l'Italie. Tu sais. Non, mais c'est soit on fait un accord de paix parce qu'il y a la guerre, soit on fait un accord commercial. Mais c'est 2 choses différentes. Déjà, commercial, culturel, j'en sais rien. Les accords d'Abraham, c'est un accord de collaboration, de coopération. Tu coopères avec des pays avec lesquels mais c'est pas des accords de paix, c'est pas la même chose. Ok, d'accord, parce qu'on n'était pas en guerre avec eux. Bah oui, on fait un accord de paix là où on est en guerre. D'accord. Donc voilà. Non, mais c'est de la sémantique. Non, c'est pas de la sémantique. Il y a une ouverture sur certains pays où elle n'existait pas avant. C'est pas le même sujet. Moi, je te parle de qu'est-ce qu'on fait avec le Liban, qu'est-ce qu'on fait avec l'Iran, qu'est-ce qu'on fait avec le Liban, avec la Syrie, on peut rien faire avec la Turquie, où aujourd'hui on est limite en guerre. Avec la Syrie, on peut faire un accord de paix. Est-ce que tu veux faire un accord de paix avec ce chef syrien ? Oui, on peut essayer. Pourquoi pas ? Je pense juste que c'est des accords régionaux dont il faut comprendre quels sont les intérêts communs pour créer une stabilité, une sécurité pour Israël. Voilà, c'est ça. Et je pense que ce gouvernement n'a pas ça pour but. D'ailleurs, je ne vois pas comment on dirait qu'ils ont ça comme pour but, sachant qu'ils ne le disent pas eux-mêmes. Oui, ça veut rien de toute façon, mais je suis d'accord. Et l'armée, c'est du tactique, c'est pas du stratégique. L'armée, ils sont dans la mise en place de on sauve les ruines. On protège au maximum, on est dans de la défense. Oui, ils sont pas là pour la stratégie. Ils sont pas là pour la stratégie. Et donc, ce gouvernement n'a aucune stratégie à part de continuer à, comme il disait, gérer le conflit, gérer les guerres, gérer les trucs. Et au final, à tout moment, pourquoi ? Je suis d'accord avec toi, quand tu disais il n'y a pas de cessez-le-feu, on a l'impression qu'on est en attente. Pourquoi on a ce sentiment qu'on est en attente ? Parce qu'on a un gouvernement qui ne veut pas nous donner de mais même clarté. s'il voulait demain, de toute façon, il y a un problème avec l'Iran. Bien sûr qu'il y a un problème, mais il y avait un problème même avant. Tu peux vouloir faire la paix avec eux demain, tu peux, venez, on arrête, ils s'en foutent. Ils sont pas là pour faire la paix avec l'Iran, il y avait un problème même avant. C'est-à-dire, il était là, Bibi a craché sur l'accord qu'avait fait Obama. Mais c'était pas des bons accords. Ok, mais encore une fois, on est dans un... on en est arrivé au point où on en est arrivé pas à cause de Netanyahou, on en est arrivé au point où on en est arrivé parce que les Iraniens, ils développaient une arme nucléaire. Mais je dis pas le contraire, et à cause du fait que la communauté internationale n'a pas pris en charge ce qu'il devait faire. Mais je pense que des sanctions économiques auraient beaucoup plus de poids que... Ça n'a pas marché. Mais on n'en a pas vraiment fait. Sur l'Iran, si. Nous ? Non. Nous, les Israéliens, d'accord, non. pas nous, je te parle du reste du monde. Quand tu vois les enfants des mecs du régime qui sont dans toute la diaspora, qui sont en Europe, aux États-Unis, milliardaires, quand tu vois tous les investissements l'argent qui vient de Russie et qui passe en Iran, tous ces trucs-là, et la Chine, les pièces détachées qui rentrent, ça n'a pas été bloqué. Ok, il faut se donner les moyens de faire ça. Et ça, il n'y a que les Américains qui peuvent le faire. D'accord, c'est pas donc nous qui allons le faire. D'accord, donc un gouvernement israélien peut dire notre but c'est d'arriver à ça. Donc dans une démarche diplomatique. Mais encore une fois, c'est comme ça que ça marche. C'est pas que la guerre. Moi, encore une fois, je suis pas pro Netanyahou du tout. Bien. Mais je pense que ça fait longtemps que tu vis ici et que la logique en Israël est devenue militaire. Au niveau de l'Iran, lui, il était contre les accords d'Obama, il était contre Biden, tout ce qui s'est passé avec l'Iran. C'est pas nous, c'est les Américains qui n'ont pas fait leur boulot.
C'est Obama qui a dit ouais, on va signer des trucs et le lendemain, l'argent a commencé à repartir en Iran. C'est pas les Israéliens. Déjà, je pense que d'après ce que j'ai lu en tout cas, cet accord, il a quand même empêché beaucoup de choses. C'est-à-dire, on serait arrivé beaucoup plus vite à. Ouais, ça mais n'a on y pas arrivé servi quand à même. rien. Donc ça a fait ralentir les choses, mais bon, ça a pas. La seule chose qui a vraiment servi à quelque chose, c'est là les frappes américaines. Je dis ça. Enfin, servi à affaiblir le gouvernement. T'as vu les Israéliens, les gauchos israéliens, ils te parlent d'aller frapper les. C'est ça. Quoi ? Tu parles. Ouais, toi, tu fais ta peace and love. Non, parce que je pense que... Pourquoi je dis ça ? Et pourquoi je me permets ? Parce que je pense que c'est hyper intéressant. C'est vraiment très révélateur de la mentalité des Israéliens. Et ce qui est très différent de la mentalité de ceux qui nous écoutent sûrement, dans le sens où on peut être de gauche et on peut être profondément pacifiste, mais toi, tu vois ça comme du pragmatisme et tu expliques ta vision des choses comme, en fait, une réalité où tu dis... ce serait presque être naïf que de parler de faire autrement. Et je pense que c'est important d'avoir ce débat dans notre podcast parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est des discussions qui sont justement aussi dans des gens qui se considèrent de gauche, aussi dans des gens qui sont clairement opposés à la stratégie de Netanyahou, de Ben Gvir. C'est-à-dire, il y a une vraie question sécuritaire qui est au-delà d'un soutien à Netanyahou. Et ça, s'il n'y a pas d'espace vraiment pour ce genre de débat, je trouve... Sauf en Israël. Voilà. Sauf entre nous les Israéliens. Parce voilà. que quand tu es à l'étranger, évidemment, voilà. si tu es pro-israélien, bah, tu es obligatoirement pro-Netanyahou et pro-gouvernement. Oui. Et l'amalgame va aussi dans l'autre sens, comme cet avion qui vient d'être empêché d'atterrir en Slovénie. Mais dis-nous en plus. Mais c'est de la folie. Non mais attends, alors moi j'ai découvert ça. Alors fais-nous un brief, c'est quoi l'histoire ? Alors, dans le monde, ce qui se passe, c'est qu'il y a un truc, ça s'appelle l'aviation, et les gens, ils achètent un ticket d'avion. Ils sont au courant, on a parlé de mon jeu, de regarder les avions et tout, ils sont au courant. Et ils vont dans des pays. Et donc, en Israël, c'est encore plus important, l'aviation civile, vu que c'est la seule solution qu'on a pour aller à l'étranger, vu que nous, on ne prend pas le train pour aller en Pologne. Nous... on est obligé de... Enfin, voilà. Pourquoi tu veux prendre le train pour aller en Pologne ? C'est très choatique ce que tu dis quand même. Quand tu es en France, par exemple. Mais tu vas pas à Auschwitz quand même. Si tu veux aller à Auschwitz, par exemple. Tu vas, je sais pas, tu vas à Rome, tu vas dans les Alpes. Moi, j'avais Auschwitz en tête, ouais, tu vois. J'ai bien compris. Chacun son délire. Si tu veux visiter Cracovie l'hiver, tu peux prendre le train. Tu peux aussi prendre l'avion quand tu es en Europe. Quand tu veux voyager en Europe, tu peux prendre le train et tu vas où tu veux. Il n'y a pas de problème de frontière. En Israël, tu vas nulle part. Tu vas nulle part. Plus de faire des tu accords prends de paix. Que l'avion ou à la rigueur, tu peux prendre un bateau pour aller en Crète ou à tu peux aller dans le Sinaï aussi. Dans le Sinaï, ouais, voilà. Mais bon, on se comprend quoi. Donc tu on prends pas limité. Le train pour aller à Bagdad. Et donc, pas encore. Et donc, l'aviation c'est très important. Et voilà, on a des accords avec des pays. Et aujourd'hui, notamment avec les pays d'Europe. Avec les pays d'Europe, puisqu'on fait partie, au niveau de l'aviation, on fait partie de l'OSCE. Et cet après-midi, un avion israélien donc, va pour atterrir en Slovénie, Ljubljanska, j'ai plus le nom. Bref. Et les gars, dans la tour de contrôle, ils leur disent... on est des mauvais. Est nul. Google-moi ça, mais tout de suite, la capitale de la Slovénie. Eh ben, t'iras plus. Eh ben, voilà. Bon, eh ben, les Slovènes... Comment ça s'appelle, cette ville Attends. Déjà, ça commence par un L. Slovénie. On est des gros mauvais. Vas-y, continue Ljubljanska. Non. Bref. Et donc, cet après-midi, un avion décolle de Tel Aviv pour la Slovénie. Et les Slovéniens, à l'arrivée... Ljubljana. J'ai dit Ljubljana. Je te l'avais dit, Ljubljana. Okay. Et donc, l'avion a été... ils leur ont dit, non, vous atterrissez pas chez nous. Donc, quand ils sont entrés... Ils sont allés en Croatie. Quand ils sont arrivés dans le airspace slovaque, ils leur ont dit... Non, slovène. C'est en Slovénie. Quand ils sont arrivés en Slovénie, ils leur ont dit, non, vous atterrissez pas. Qui vous êtes, vous ? Et donc, le pilote, il appelle la tour de contrôle, il leur dit pourquoi ? Il leur dit...
Parce qu'on refuse, à partir de maintenant, on refuse les avions israéliens à cause de votre politique. Voilà, c'est comme Clairement. ça. Donc c'est vraiment Ils l'ont dit. Pour Ils la l'ont dit politique à la du radio. gouvernement. Voilà. C'est donc nous, votre politique. Non, mais c'est dingue. Ils ont pas dit, il n'y a pas eu d'explication. C'est de la politique en général. Ouais, bon, du gouvernement, on a compris. Quoi. Et donc on fait aussi donc l'amalgame dans l'autre sens. Et donc voilà, ils ont été atterrir à Cracovie. Non, je déconne. En Croatie. Donc voilà, ça se passe comme ça ici. Et dans le même style, il y a aussi le salon en France de vente d'armes, de défense, etc., de sécurité. Ouais, les salons militaires qu'il y a souvent. Voilà, où les armes israéliennes ont été interdites cette semaine par Macron lui-même. Je ne sais pas si vous savez, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais les Israéliens, en fait, ils ne savent pas dire cron. Donc en fait, ils rajoutent des voyelles. Donc ils l'appellent macaron. Et ça fait un peu macaron. Ça fait macaron. Ils l'écrivent macaron. Ouais. Ils savent pas qu'il s'appelle Macron. Non mais ils se rendent pas compte de ce que c'est. Enfin, c'est hyper drôle. Moi, quand tu sais des gens des conversations super sérieuses ou à la télé, macaron. Macaron. Et quand ils disent croissant, c'est excellent. Oui, mais bon, c'est pas le nom du président. Mais si, mais ça me fait rire. Donc Macron a pour les ventes d'armes, alors que dans ce salon il y a la Turquie, le Qatar, la Chine et plein d'autres pacifistes quoi. Donc qui eux pour le coup n'ont pas des. Voilà. Mais c'est n'importe quoi. Tu sais que tu as l'Iran qui siège à l'ONU. Au comité des droits de l'homme. Le comité des droits de la femme. Il y a l'Afghanistan aussi. Non, mais c'est du foutage de gueule. C'est excellent. Mais en parlant de ça... Ce qui est génial à propos des ventes d'armes, c'est l'hypocrisie des Européens. Parce que les premiers à acheter le dôme de fer, parce qu'on en parlait la semaine dernière, de l'économie israélienne qui continue à être très forte, le shekel qui n'a jamais été aussi fort. Pourquoi ? Et la high-tech aussi. Pourquoi ? Parce qu'on vend. On exporte de l'innovation et surtout de l'innovation dans les systèmes de défense anti-missiles et tout ça. Les et donc, il y a beaucoup de pays européens qui se sont dit mais waouh, les Israéliens quand même, on leur envoie plein de missiles sur la gueule et ils arrivent à les arrêter. Oui, alors là, je crois que dans le salon, on achetait leurs trucs. Ou alors ils ont autorisé, je crois, les armes de défense, mais pas les armes d'attaque. Comme par hasard, les petits filous. Non, mais tu te rends compte. Ils se foutent de la gueule du monde. Mais c'est tellement hypocrite. Ah oui. Mais de toute façon, je sais pas, oui. Tu sais que... à chaque fois que je prends le micro, tu dis il va se mettre à chanter. Il va nous faire Beyoncé en direct. All the single ladies. Je peux te le faire. Vas-y. Non. Qu'est-ce que j'allais dire, bordel? Je redécroche mon micro. Je veux dire ce que j'allais dire. Tu savais que l'armée de l'air française, ils avaient autant d'avions que l'armée de l'air israélienne, si ce n'est un peu moins aujourd'hui mobilisables. Et que l'armée de terre israélienne a plus de soldats mobilisables que l'armée française. C'est-à-dire que si demain les Russes décident, parce que la France a aidé l'Ukraine ou quoi que ce soit, de dire on y va, tu vois, en mode catastrophe. Tu sais, ils vont nous demander de l'aide. Mais déjà, oui. Tu sais c'est laquelle l'armée la plus forte en ce moment, la plus grande armée, on va dire, européenne? Non. La Pologne. Oui, ils en ont bien besoin, ils sont parce à la frontière. Parce qu'eux, ils savent, mais les autres, ils ont plus d'armée, en fin de compte. Tu sais, quand j'étais allée au début de la guerre Russie-Ukraine, j'étais allée faire du bénévolat dans un camp de réfugiés à la frontière, donc à Przemyśl, c'est en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine. Et donc on avait atterri, c'est vraiment un épisode où on parle beaucoup de la Pologne. On avait atterri je sais plus où, à Cracovie, et ensuite on avait pris un autre petit avion minuscule, hyper flippant polonais, pour nous amener à la frontière. Et tu sors, donc tu es vraiment à la frontière, et tu sors de l'aéroport. Frontière ukrainienne. Ouais, tu sors de l'aéroport, donc tu vois en général, tu vois comment c'est, dans tous les aéroports, tu as toujours une sorte de un peu à perte de vue des champs ou des trucs comme ça, tu vois, autour. Et là, vraiment, tu sors de l'aéroport et tu vois tous les champs de tous les côtés de l'aéroport avec des tanks
Et donc, peu importe de quel côté, les tanks orientés en direction pour passer de la frontière. Ouais, parce que en fait, c'était le début de la guerre. Ils se sont dit les Russes vont arriver en Ukraine. Ouais. Ils vont arriver à la frontière et donc on est prêt. Mais j'avais jamais vu autant de tanks de ma vie. Et t'es en Pologne, t'es en Europe. Et les Polonais, ils savent que. Donc ça m'étonne pas qu'ils soient les plus mobilisés. Donc eux, ils sont prêts. Et la Turquie a une grande armée, évidemment. Les Français, ils n'ont rien. Demain, si la France se fait attaquer, ils n'ont rien. Ils ont des sous-marins, ils ont des trucs, ils ont des porte-avions, ils ont des trucs extraordinaires. Mais t'as pas vu les petits jeunes en France, ils disent qu'ils sont pacifistes et qu'ils sont contre la guerre. Mais c'est génial de pouvoir être comme ça. Bah oui, c'est un privilège, mais ils n'ont pas conscience que c'est un privilège. Oui, c'est pour ça que je te disais avant, là, quand on parlait qu'on n'était pas d'accord, je te disais c'est une perspective qui est très israélienne de comprendre. Parce qu'on est en guerre. De comprendre aussi ce besoin de l'outil qui est la guerre, alors que les Européens ont ce privilège de pouvoir faire abstraction et de penser qu'on peut régler les problèmes à tout moment sans avoir besoin de mobiliser des jeunes et d'aller au combat. Et nous, on n'a pas ce privilège, en fait. Et non, c'est parce terrible. Que quand tu te fais... En plus, quand tu regardes une carte, tu vois la taille de l'État d'Israël par rapport à ce qu'il y a autour, tu te dis comment ils font pour survivre. Parce que c'est pas qu'on est beaucoup non plus. Et puis en plus, il y a les religieux qui font pas l'armée. Et qui menacent de ne plus payer leurs impôts. Et tu as 20% aussi de la population qui est arabe, donc eux non plus, pas tous, mais la plupart. Ouais. Il y a quand même... Il y a des Bédouins, il y a des Druzes. Mais bon. Les Druzes, ils sont à... Je crois que 97% des hommes Druzes font l'armée, plus que les Juifs. Pour eux, c'est primordial. Bah, ils sont citoyens à 100%, ils sont engagés. Mais c'est une... c'est une loyauté envers le... C'est une gloire aussi d'être soldat. Ah oui. Et ils tombent beaucoup au combat d'ailleurs. On voulait parler des ultra-orthodoxes. Oui, donc pivot sur les ultra-orthodoxes. Donc c'était hier. Mm-hmm. Donc ces fameux ultra-orthodoxes qui ne font pas l'armée. Ouais. Attends, je donne le contexte. Le contexte, c'est, on vous le rappelle, il y a 4 lectures pour faire passer une loi qui est censée dissoudre la Knesset. Et donc, on a eu la prélecture, qui est la première lecture. On a eu la première lecture, qui est la deuxième lecture. Et ensuite, on va avoir la deuxième et la troisième lecture, mais qui sont en fait la troisième, la quatrième, troisième et quatrième. Ouais, troisième et quatrième lecture de cette loi. Voilà. Et donc, une fois qu'on aura ça, le gouvernement tombe, on part aux élections, on n'en est toujours pas là, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il va y avoir les élections. C'est censé être a priori, entre le 8 et le 20 octobre. Mais Netanyahou veut essayer d'aller au bout de son mandat, c'est-à-dire jusqu'au 27 octobre, ce qui est apparemment une grande différence. Donc, on ne sait toujours pas si on va pour des élections anticipées, si on n'y va pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que donc ils ont passé la prélecture la semaine dernière. Cette semaine, ils ont passé la première lecture. Et en parallèle de ça, ce gouvernement, en fait, essaye de faire passer un nombre dingue de réformes hyper controversées où, en fait, ils se refilent de l'argent avant qu'il soit trop tard. C'est vraiment une course avant qu'il soit trop tard. On vide les budgets. Donc, la semaine dernière, on vous avait dit, je crois, on vous avait parlé de cette menace des ultra-orthodoxes qui avaient dit à Netanyahou, si tu nous donnes pas les budgets qu'on veut, on va faire une commission d'enquête pour le 7 octobre et tu vas avoir dans le cul. Et donc, finalement, Netanyahou a plié, il lui a donné ce qu'il voulait et maintenant, ils reviennent à la charge. Ils ne s'arrêtent pas. Et donc là, tu vas nous parler cette fois-ci de Aryeh Deri, qui est le chef des ultra-orthodoxes séfarades et qui a fait vraiment une déclaration hier exceptionnelle. Ouais, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais per definition. C'est excellent. C'est donc il a menacé le gouvernement, donc il a menacé son gouvernement. C'est ça qui est génial, parce que si ça avait été l'opposition qui avait dit ça, on en aurait entendu parler. On en a entendu parler d'ailleurs à Kaplan, quand les pilotes, quand ils ont commencé leur réforme judiciaire, les pilotes qui avaient dit si vous continuez vos histoires, nous, on se mobilisera pas s'il y a une guerre. Ils nous ont bassinés avec ça. Je précise ce qu'ils avaient dit, les pilotes, c'est vous êtes en train de faire une réforme qui est en train de tourner Israël d'une démocratie à une dictature. Voilà. Nous ne nous battrons pas dans une guerre qui n'est pas une guerre pour la démocratie israélienne, qui est une dictature pour Netanyahou. Évidemment que le 7 octobre, tout le monde s'est engagé. Il n'y a aucun pilote qui a dit mais ça, c'était avant le 7 octobre, pendant la réforme. Je dis ça juste pour que... Mais... Et donc, on en a entendu parler. Et donc là, on a Aryeh Deri, donc chef du parti Chasse, qui nous dit que lui, il va faire une grève
une grève des impôts. Donc, il menace son gouvernement, pas l'opposition. Donc, lui, il est dans le gouvernement, il menace le gouvernement qui vont arrêter de payer des impôts. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il représente les gens qui payent le moins d'impôts en Israël. C'est-à-dire qui vivent à la charge. Ils vivent de mes et de tes impôts. Ouais. Et bien, eux, ils vont arrêter de payer des impôts si on envoie leurs enfants, et on les a vus cette semaine, si on envoie leurs enfants à l'armée. On les a vus faire taper sur des flics, essayer de rentrer dans une base de la police. Frapper. Avec leur slogan « Namut velo nitgaes ». On préfère mourir plutôt que s'engager à l'armée. Et donc, on en est là, quoi. Et ils sont rentrés dans la maison d'un chef de la police. Ils bloquent les routes, ils sont hyper violents. Et ils sont au gouvernement. C'est ce qui est génial, c'est qu'ils sont dans le gouvernement, c'est-à-dire contre. Mais c'est. Voilà. Et donc du coup, ils font passer plein de lois, notamment pour le monopole de la cache-route. De la cache-route, des lois des rabbins, de la rabbanoute, du consistoire, pour aussi faire passer des budgets pour les implantations, pour légaliser des implantations en Cisjordanie. Pour aussi faire passer des budgets pour l'éducation, c'est-à-dire donner des droits et des budgets à des écoles ultra-orthodoxes qui n'apprennent pas les maths, l'hébreu, l'anglais, alors que c'est interdit par la loi. On en avait parlé une fois, je ne suis pas sûr qu'on avait développé l'histoire du système d'éducation en Israël. Alors je te propose qu'on en parle quand on parle après juste de Bennett et de sa proposition. Et un autre truc qui est invraisemblable aussi dans cette démarche de cette semaine, c'est de faire passer une loi qui viendrait établir, comme dans une loi en Israël, il n'y a pas de constitution en fait. Donc il y a des lois fondatrices un petit peu. Ouais. Chok Yesod, ça s'appelle. Des lois, des grosses lois, des lois sérieuses. des petits blocs de lois, quoi. Et donc dans ce bloc de lois, dans ces lois fondatrices, ils veulent faire passer, donc inscrire dans la loi que le fait de prier, d'être en yeshiva et de ne pas servir dans l'armée, c'est l'équivalent du service militaire. Et donc comme ça, en faisant passer cette loi, ils essayent de faire annuler l'égalité de devoirs et donc de se donner en fait un droit de déserteur inscrit dans la loi fondatrice. On est dans un truc mais c'est l'absurdité la plus totale. Et tu te rends compte si des Arabes israéliens demandaient à faire ça? Non mais tu te rends compte si c'est un truc anti-sioniste. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont au gouvernement et c'est que c'est eux qui du soir au matin nous bassinent sur l'ultranationalisme et ils sont toujours là à dire on est aux côtés des soldats, ils sont toujours à se gargariser. Les ultra-orthodoxes. Ah oui, ils sont toujours à se gargariser de nationalisme et de... Non, ce gouvernement-là, qui se dit les gouvernements de droite, de la droite entière, les sauveurs d'Israël et tout ça, en fin de compte, vous êtes des merdes, vous êtes contre Israël, vous êtes des traîtres à Israël. Oui. C'est-à-dire vous faites pas l'armée. Et vous faites du mal aussi à Israël. Vous prenez, pendant que les enfants des Israéliens vont mourir au combat, vous êtes là à déjà vouloir encore plus de thunes et à vouloir faire passer des lois pour ne pas faire l'armée. Et c'est vous qui nous dites du soir au matin, la gauche, regardez, c'est des traîtres. Mais encore une fois, c'est des stratégies et ceux qui tombent pour ça, c'est vraiment... Il y en a beaucoup qui tombent quand même. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Il faudrait le faire en hébreu alors. Non, mais aussi, je pense que pour informer de la semaine prochaine, on vous fait un épisode en hébreu. Ça vous apprendra. Voilà, ça sera bien fait pour vous. Mais pour nos deux Sénégalais, non, on continuera en français. on vous enverra un lien avec le même en français. Alors, donc non mais en fait moi j'ai même limite rien à ajouter parce que c'est ce que tu dis. D'un côté tu te dis où sont les chefs de l'opposition, où est-ce que la presse libre, les Israéliens, les soldats, les jeunes. En fait, je comprends pas comment les jeunes ils sont pas dans la rue. Ils sont au combat. Non mais je trouve qu'ils sont au combat, mais au bout d'un moment il y a un peu. Je pense qu'ils attendent les élections. Les gens, à mon avis, le vote, ça va être un vote de contestation. Il y a un truc avec les Israéliens, ils savent pas descendre dans la rue. Ils savent pas y aller. On a eu le mouvement de protestation le plus long de l'histoire. Même. Il y a eu une nuit. C'est quand ils ont viré Gallant. Ouais, le ministre de la Défense. Il y a eu une nuit où je me suis dit, tiens, quand même, c'est pas mal. On sait pas. Ils ont brûlé des pneus, ils ont fermé des grandes routes et tout ça. Les religieux, ça servi à rien. Enfin, si, parce qu'il n'a pas été viré, du coup, et il est resté au pouvoir et machin. Pas longtemps, mais on ne sait pas faire la révolte. Non.
tu voulais parler de l'éducation ? Alors, en Israël, il y a plusieurs systèmes d'éducation. C'est un tout petit pays. On est, je sais pas, on est combien ? 10 millions. On a 4 systèmes d'éducation. En fait, on a un système avec 4 courants. Voilà. Donc, en fait, on a un seul ministère de l'éducation. Qui n'en branle pas une. Oui, il y a une catastrophe. Non, d'accord, c'est la catastrophe. Et en fait, il y a 4 courants qui sont assez indépendants et qui sont avec des budgets totalement différents les uns des autres et qui sont en autonomie, en fait, les uns des autres. Et comment tu peux faire une cohérence dans un pays si petit déjà où tout le monde s'engueule quand tu as 4 systèmes, quand tu as des enfants qui vont dans 4 systèmes d'éducation différents. Donc tu en as qui sont en arabe déjà. Ouais. Ils étudient en arabe, donc c'est compliqué après les cours d'hébreu, mais il y a eu dès le départ d'Israël ce truc de respecter quand on dit colon, apartheid, il y a eu ce truc de respecter la culture des Arabes israéliens et donc de les laisser en fait choisir leur système éducatif avec l'étude du Coran. On est d'accord, mais moi tu peux faire des études de Coran après l'école, à la récré. Non, ça, on est tout à fait d'accord. Je te dis comment ça a été créé. Ça a été créé par un truc de on va pas imposer à ces enfants. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est à tort. Mais il y avait ce truc de on va pas mélanger tout le monde, on va pas parler de sionisme avec tout le monde. Et c'est une erreur parce qu'il fallait confronter. T'es pas obligé de parler de sionisme. Bah si, quand tu fêtes Yom HaAtzmaut, tu parles de sionisme. Quand tu fêtes les fêtes juives, tu parles du. Si tu veux créer une cohérence dans un pays, il faut que tu aies franchement un système d'éducation. Mais ça, on est d'accord, toi et moi. Il y a une langue, il y a je pense que ça vient du pluralisme de la société israélienne et c'est un échec. Mais je pense que peut-être, au fond, je suis un gros facho en fin de compte. Non, au contraire. Non, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut un seul système d'éducation. Il ne peut pas y avoir de cohésion. Et donc, on en a un en arabe. On en a un qui est on va dire, en hébreu laïque. Ouais. Plus ou moins. T'en as un qui est laïque, un peu religieux. Non, Mamlarti. Ouais. Et t'as les Haredim. Et t'as les ultra-orthodoxes qui, eux, ils apprennent ni l'anglais, ni les maths. Pas partout. Tu généralises. T'en as qui apprennent. Déjà, qui apprend l'anglais en Israël ? Non, bah d'accord. Mais... On a un chef de Mossad. On a un chef du Mossad qui a été élu avant-hier, qui parle pas anglais. Ouais, parce que c'est un pote de Bibi. Et un chef, c'est un ancien chef du de Mossad. Sécurité Netanyahou. Imagine, en fin de compte, les gars, les Iraniens, si vous voulez faire un peu de sécurité dans vos trucs, vous avez juste qu'à mettre en fin de compte vos dossiers en anglais. Le mec, il comprendra jamais ce qu'il y a écrit. C'est de la folie, quoi. Ouais. Un chef des renseignements, un spy. Il est. Et donc, on a la plupart des ministres israéliens qui parlent pas anglais. C'est la honte. Enfin bon, je pense que le niveau d'anglais en France... À part Netanyahou, à part le petit père des peuples, lui, il a un anglais... Parce qu'il a étudié aux États-Unis. Oh là là. Privilégié. Et donc, on a dans ce système d'éducation, on a donc 4 branches, et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et donc, les ultra-orthodoxes, eux, ce qu'ils veulent surtout pas, c'est que leurs enfants soient mis face à toutes ces bonnes théories qu'il y a quand tu vas à l'école normale. Et donc, ils veulent continuer. Vous allez apprendre la religion, il n'y a pas besoin d'apprendre l'anglais, l'histoire, ça passe. L'histoire juive, oui, mais l'histoire, non. Mais même ça, en Israël, dans tous les courants, c'est très peu expliqué. Tout ce qui est dans l'histoire qui n'est pas lié à Israël, ils en parlent pratiquement pas, tu vois. C'est-à-dire, vraiment, le niveau, il est... et d'ailleurs, on le voit dans toutes les comparaisons à l'OCDE et tout, on est vraiment très, très bas. Et c'est étonnant parce que quand tu vois les universités israéliennes dans la recherche, par exemple, et l'innovation, le Ternion et l'Université de Tel Aviv sont dans le top 10 des universités mondiales là, cette semaine. Ils se rattrapent après. Mais donc, tu vois, en fait, c'est dingue à quel point tu peux avoir un écart. Et donc là, Bennett, cette semaine, qui est en campagne, a proposé... il sort un peu tard, tu vois. Il se réveille. Ouais, parce que la gauche propose ça depuis longtemps. Mais au final, c'est quand même différent quand c'est Bennett, qui est quand même un mec de droite, à la base, qui vient du mouvement de la Tzionut Hadatit, du sionisme religieux, ancien chef de Yehuda Veshomron, donc de Cisjordanie, quand même représentant local de Cisjordanie. Quand un mec comme ça, il fait une promesse de campagne cette semaine, aujourd'hui, et il dit... je m'engage à ce que quand je serai Premier ministre, d'annuler les différents courants et qu'il y ait une seule
un seul système éducatif pour tous les enfants d'Israël. Et si les ultra-orthodoxes, ils précisent, mais c'est aussi les Arabes, s'il y a des courants qui décident de malgré tout garder leurs écoles privées qui sont hors contrat de l'État et de ne pas leur apprendre les maths, le cheshbon, les calculs, l'anglais, etc., ils ne recevront pas un shekel de subvention. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était assez courageux. Moi, je signe, là bah et oui, là. On signe tous. Bah, il est en campagne, donc il va dire que des trucs... Ouais, il va dire des trucs qu'il fera jamais. Mais en tout cas, je trouve que ça dénote quelque chose, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, ça dénote quand même, je pense, une tendance dans la politique israélienne où des combats qui étaient aussi des combats plus de gauche ont été légitimisés, ont été normalisés, comme on a entendu Bennett dire que quand il sera et quand il sera Premier ministre, il va faire le mariage pour tous, des choses qui, il y a encore quelques années, on l'entendait dire une fois oui, une fois non, une fois oui, une fois non. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des thèmes de démocratie libérale et de cohésion et qui sont en train de se normaliser. Et ça, je pense que petit point, parce que tu viens d'en parler, il n'y a pas de mariage civil en Israël. Non. Les mariages en Israël, c'est le rabbin. Donc tu es obligé... Le rabbin, l'imam, le prêtre. C'est-à-dire en fait, on ne peut se marier que religieusement. Voilà. Et il n'y a pas de et tu passes par la rabbanoute, et après, c'est le problème... Le rabbanoute, c'est consistoire. Le consistoire, et le problème commence quand tu veux divorcer. Parce que c'est eux qui décident. Ouais, même quand tu veux te marier. Quand tu veux te marier, à la rigueur, ça va, tu te maries, tu y arrives, c'est pas compliqué. Oui, il faut accepter qu'il y a un rabbin ultra-orthodoxe qui te marie. Mais après, quand tu veux divorcer, tu es aux mains du consistoire. Mais, du coup, et c'est très compliqué. Parce que quand c'est des femmes, par exemple, qui veulent se barrer, et que les gars ils vont au consistoire et qu'ils leur disent non et tout ça, et il faut demander le guet dans la religion juive. Et il y a des mesouravot. Et il y a des mesouravot, c'est-à-dire il y a des femmes en Israël, il y a beaucoup de femmes qui vivent sans leur mari, qui sont barrées parce qu'elles voulaient divorcer, mais parce que le mari a fait opposition, elles n'ont pas réussi à se divorcer. Et donc pour la loi israélienne, elles sont encore mariées et donc elles ne peuvent pas se remarier. Exactement. Et donc elles sont mesouravot. Elles sont, on leur a pas accepté. Ouais. Moi, ça m'arrivera pas, parce que moi, j'ai pas été marié. Au consistoire. Il faut savoir qu'il y a 2 organisations très très grandes en Israël qui, depuis des années, font des mariages juifs selon toute la tradition, sans rabbin. Sans passer par le consistoire. Mais du coup, ces mariages-là ne sont pas reconnus. Et donc, aussi bien ces couples laïcs ou tous, même le mariage de juifs libéraux n'est pas reconnu. C'est-à-dire, en tant que juif, on peut se marier n'importe où dans le monde, selon le courant du judaïsme auquel on appartient, sauf en Israël. En Israël, on peut que si on est orthodoxe. Et si on ne l'est pas, on est obligé de se marier à travers les rites et les traditions orthodoxes. Et donc, ça touche aussi bien une énorme quantité de gens qui voudraient se marier comme des juifs, mais selon d'autres courants du judaïsme. Et ça touche aussi les couples gays qui doivent, et là c'est ce que la droite a mis en place en Israël, comme ils ont compris qu'il fallait reconnaître un peu les mariages gays, mais que c'est, selon eux, interdit que sur la terre sainte d'Israël, des gays soient mariés. C'est compliqué de faire un mariage gay religieux. Voilà. Donc, du coup, excellent. Donc, du coup, ce qu'ils ont dit, c'est que en gros, les juifs qui ne veulent pas se marier avec les rabbins orthodoxes et les mariages gays doivent aller se marier à l'étranger. Donc, là-bas, on peut aller se marier comme on veut en mariage civil. Et après, on envoie les dossiers au ministère de l'Intérieur et ils mettent sur la carte d'identité que tu es reconnu comme marié. Voilà, mais que tu t'es pas marié. Non. Donc, c'est quand même dingue. C'est-à-dire qu'au final, il y a quand même des choses qui sont mises en place, notamment pour les couples gays. Mais au final, Israël, aujourd'hui, tu ne peux pas te marier ni à la mairie, ni au tribunal. Et c'est très compliqué. Là où commencent les problèmes, c'est par exemple quand tu as des enfants, évidemment. Puisque, surtout pour un couple gay, tu veux reconnaître l'enfant, tu veux que ça soit que les 2 personnes soient le papa ou les mamans de cet enfant. Et si elles ne sont pas mariées, qu'ils n'ont pas le même nom et que l'enfant, il y en a une, c'est la mère porteuse, mais l'autre, non. En fin de compte, qui vous êtes, madame? Et imagine que la mère, celle qui l'a porté, décède, l'autre. C'est pas sa mère. Ça, on avait avancé ce truc-là et ce gouvernement l'a annulé. Ouais, évidemment. Évidemment. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y a comment il s'appelle au gouvernement qui est gay, qui est le Ohana.
Ouais, le chef de la Knesset. Le chef de la Knesset, c'est un mec numéro du 3-4 du Likoud. Lui, est gay, il fait tout contre. Ouais. D'ailleurs, c'est un gouvernement il crache dans la soupe. Coupé vraiment. Ouais, c'est-à-dire qu'il a 2 enfants, lui. Qui les a eu grâce à Meretz, il les a pas eu grâce au Likoud. Exactement, c'est quand même dingue. C'est de la folie. Et il continue. Bah ouais. Et donc là, c'est le Chodesh HaGeava, donc le mois des fiertés, qui commence au mois de juin. On va pas en avoir beaucoup là des gens. Non, d'habitude il y a beaucoup de touristes qui viennent. Après on verra, Tel Aviv c'est vendredi prochain, donc la ville va être fermée. Mais généralement il y a des avions oui, entiers qui arrivent d'Europe. Attendons de voir. Peut-être qu'il y aura aussi, je sais pas. Je pense pas. Déjà les avions slovéniens, ils vont pas venir déjà. C'est vrai qu'il y avait tellement de guettes qui venaient de Slovénie. Écoute, on verra. Et puis, il n'y a pas beaucoup de Transavia non plus. Il ne reste pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vont venir. Parce que la Gay Pride à Tel Aviv, généralement, c'est la ville, elle était. Mais... C'était génial. C'était vraiment la fête des libertés. Je crois que c'était une des plus grandes Gay Pride d'Europe, celle de Tel Aviv. Ouais. Si ce n'est là. Ouais, non, c'est vraiment énorme. Et donc, du coup, hier, il y a eu un Knesset, donc une conférence à la Knesset, organisé par les députés, notamment ceux de Yesh Atid. C'est incroyable ce pays quand même, non? Ouais. Où d'un côté, tu as des ultra-orthodoxes qui veulent pas faire l'armée, des gars qui sont là, on préfère mourir plutôt des... Enfin, qui vivent au XVIe siècle. Et de l'autre côté, tu as la ville la plus gaie d'Europe. Ouais. Dans le même pays. Et alors, du coup, par rapport à cette folie que tu décris, je trouve que c'était assez fou cette journée à la Knesset hier. Parce que... Il y avait 2 conférences spéciales organisées par les députés qui peuvent organiser des conférences spéciales et après ils font venir sur un thème particulier des intervenants, etc. Et donc dans cette folie qu'on vous décrit depuis des semaines, il y avait un Knesset, donc une conférence organisée par l'association des droits gays en Israël, donc sur la Mapat Drachim, donc vraiment un plan, un petit livret comme ça sur tous les plans qu'il va falloir mettre en place pour interdire les thérapies de conversion, parce que le gouvernement a essayé de dire que les homosexuels, il faut les convertir et qu'ils sont malades, etc. Quand tu dis thérapie de conversion, c'est thérapie de conversion de gay à non gay, pas trans ou... Non, c'est vraiment de dire aux homosexuels, vous avez un problème, on va vous soigner. On va vous reconvertir. Et c'est Avi Maoz qui a mis ça en place. On va vous déguiser. Voilà, donc plein de trucs qui sont de propositions qui sont mises en place pour que le prochain gouvernement puisse rétablir et avancer les droits LGBT en Israël. En parallèle de ça, tu as une autre conférence qui est sur l'occupation, organisée par les députés arabes, palestiniens, israéliens, certains non-sionistes, voire anti-sionistes, qui sont élus au Parlement israélien et qui font une conférence avec des activistes, des militants contre l'occupation, pour la paix, etc. Et donc, au sein du Parlement israélien, tu te retrouves à avoir une conférence avec des mecs d'extrême droite, des Arabes, des Juifs, des mecs de gauche et tout, qui parlent de est-ce qu'il y a l'occupation, comment on arrête l'occupation, est-ce qu'on continue à construire des implantations. Et tout ça, au final, te prouve que, malgré tout, Israël est une démocratie. Dans son Parlement, tu es capable d'avoir ce genre de discussion, en fait. C'est quand même dingue. Et ça, les gens ne le savent pas. Non. Voilà. Ils ne se rendent pas compte de Donc, du coup, on est face à cette réalité où le gouvernement essaye de faire passer toutes ces lois folles. En parallèle, il y a encore des conférences de réflexion et d'avancées de trucs qui peuvent être aussi très positifs et qui s'opposent au gouvernement. Et on rentre effectivement, comme je le disais, dans un mois des fiertés en Israël où toutes les semaines, il va y avoir des événements aussi bien dans des villes qui sont plutôt à caractère libéral que dans des villes qui sont à caractère plutôt conservatrice, comme notamment donc demain, jeudi après-midi, le Mitzad HaGeava, donc la Gay Pride à Jérusalem, où en général, moi j'y vais tous les ans, c'est très politique. C'est pas du tout des chars et de la musique, etc. C'est beaucoup plus politique. On voit beaucoup de gens avec des kippas, une kippa avec les couleurs des fiertés. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il y a aussi il y a des religieux qui sont gays. Bien sûr. Il y a des gens qui portent la kippa. Bien sûr. Et qui sont gays. Ouais. Donc du coup, d'ailleurs, peut-être demain, je prendrai des photos, des vidéos, on publiera sur notre Instagram. Suivez-nous, je t'enverrai, on mettra ça en place pour que vous voyez vraiment. Chaque année, c'est des gens religieux qui habitent à Jérusalem, qui sont gays, lesbiennes, trans et qui viennent fêter cette liberté, demander des droits. Et pour la première fois depuis plusieurs années,
On va commencer à Gan Saker, donc le grand parc à l'entrée de Jérusalem, et on va marcher jusqu'à la Knesset, qui est juste au-dessus. Qui est juste au-dessus, donc vraiment avec un signe clair, comme quoi on vient à la Knesset. La Knesset, qui d'ailleurs ce matin a mis des grands drapeaux gays pour la première fois dans l'histoire devant la Knesset. Donc il y a tout ce truc en fait un peu étrange où ce gouvernement fait un peu du pinkwashing, où en fait ils utilisent aussi très souvent, et c'est le truc avec Ohana, les droits gays. On est la plus grande démocratie, on est la seule démocratie du Moyen-Orient, on est la seule gay pride du Moyen-Orient, et au final pour la plupart ils n'avancent pas, ou ils même retirent des droits à la communauté LGBT. Donc il y a toute une tension aussi au sein d'Israël par rapport à ça. On voit en plus comment ils traitent les gays, enfin on voit les représentants du parti ou les militants du parti. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, il y avait eu ce Mordechai David qui est très à droite et très avec le gouvernement, qui se prend en photo avec tous les ministres. Qui harcèle en fait des mecs de gauche dans la rue. Et son truc, c'est d'harceler les gens dans la rue. Donc il va et donc il avait été harcelé. Nahor Narkis, qui est un gay très connu en Israël, qui milite pour la laïcité. Mm-hmm. Et il l'avait traité de sale... homo et compagnie. Enfin, des trucs super super offensifs. Ouais. Super offensifs, mais super homophobe. Ouais, très homophobe. Et après, il s'était justifié en disant que non, c'était juste des gros mots. C'est-à-dire, quand tu dis à quelqu'un gros PD, par exemple, c'est non, c'est pas... C'est un gros mot. Oui, il a fait marche arrière. Il a fait genre non, pas du tout. Alors qu'on sait très bien qu'ils peuvent pas les saquer, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je pense qu'il y a toujours un peu, vu le niveau de tension et le niveau d'homophobie que ce gouvernement aussi propage, je pense qu'il y a, en fait, cette année, le plus de crimes homophobes qu'Israël ait connu, avec vraiment de l'incitation à la haine qui viennent des plus hauts niveaux de l'État. Et donc, du coup, je vais pas mentir que demain, avec la Gay Pride à Jérusalem, mais aussi on va être à Beersheva, on va être à Mitzpe Ramon dans le sud, donc dans des villes qui sont aussi conservatrices. Et tu milites à mort, toi, hein, quand même. Ouais, moi tu vas, hein, t'es sur le terrain. Bah ouais, moi je trouve que c'est l'égalité des droits. Et puis surtout ce truc qu'au final, il y a des homos partout, quoi. Donc en fait, il faut soutenir Ils sont partout, ces gens-là. Bah ouais. C'est quoi ce bordel ? Et du coup, il faut que tout le monde se sente soutenu, protégé. Et avec, moi je le fais au sein du parti où je suis militante, mais il faut vraiment donner. Enfin, je pense que ça c'est un combat universel d'égalité des droits et surtout de soutenir, en fait, pourquoi on y va dans toutes ces villes-là, pour soutenir à Haïfa, parce qu'à Tel Aviv, il y a des milliers et des milliers de personnes, et c'est une grande fête, et c'est la joie. Mais il y a aussi, chaque ville a un peu sa personnalité et son caractère de Gay Pride, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Et du coup, quand c'est à Beersheva, c'est le moment de parler de solidarité, de Sovlanut, je sais pas comment on dit ça, de tolérance. T'es allé au centre gay de Gan Meir ? Ouais. Et c'est génial. Ils l'ont refait. Ouais, ils ont fait un nouveau bâtiment immense, incroyable. Ouais, la mairie de Tel Aviv, tu vois, elle organise la Gay Pride. Ouais, alors qu'à Jérusalem, ils interdisent les drapeaux. D'ailleurs, hier, il y a les jeunes qui sont allés mettre un drapeau immense à Gan Saker. Et ils interdisent les drapeaux. Ils interdisent même... Cette semaine, on est allé faire une cérémonie sur l'endroit où Shira Banki a été tuée il y a 11 ans. C'est une jeune qui était venue... soutenir la communauté, la Gay Pride, ses copains et tout. Elle avait 16 ans, elle est allée à la Gay Pride de Jérusalem et elle a été assassinée par un religieux, par un ultra-orthodoxe fanatique qui l'a tuée vraiment sur une des grandes artères de Jérusalem. Et donc on est allé ouvrir le mois des fiertés là-bas en commémoration et j'étais choquée parce que je m'attendais à ce qu'il y ait une plaque. Ouais, y a rien. Et en fait, j'ai demandé pourquoi il n'y a pas de plaque. Et c'est parce qu'il y a un combat avec la mairie de Jérusalem pour pas qu'il y ait de plaque, alors que c'est en mémoire à un acte de haine, en fait. Et ouais, mais la mairie de Jérusalem, c'est des fachos. De toute façon, Jérusalem, oui, mais il y a quand même une fille qui a été tuée. Oui, mais ils s'en foutent. C'est pas leur groupe. Oui, mais du coup, c'est ça qui est problématique. Et c'est ça qui est dangereux. Si ça avait été le contraire, s'il y avait eu un ultra-orthodoxe qui avait été poignardé dans Tel Aviv, il y aurait une plaque. Mais parce que la mairie de Tel Aviv, elle a remis une plaque pour n'importe quelle personne qui aurait été tuée à la base d'un crime de haine. Mais eux, ils s'en foutent de ça. Eux, ils te font la guerre et nous, on répond. Tu sais, il y a un truc qui je sais pas comment toi, tu le vis. Il y a un truc qui m'énerve. C'est les mecs du Chabad
leur petit kiosque et qui te proposent de mettre les tefilines à tous les coins de rue. Ils ne sont pas autorisés dans la plupart des cas. Et donc, eux, tu vois, ça, c'est une guerre qui est sur le terrain. C'est-à-dire que donc Chabad, c'est une mouvance ultra-orthodoxe de juiverie. Et ils ont des petits stands et donc ils sont habillés en rabbin. Ouais, en religieux, quoi. Ouais, en religion juif. En rabbin, comme on dit. Quand tu dis en rabbin, les Français ils comprennent. Okay. Ils sont habillés en noir dans la rue avec leurs petites barbichettes et leurs chapeaux. Et ils proposent aux gens... Tu vas être repris par Mélenchon si tu continues, fais gaffe. Pas du tout. Moi, je suis juif, j'ai le droit. Entre nous, on a le droit. On peut dire ce qu'on veut. C'est ça, la juiverie internationale. On en a déjà parlé. On dit ce qu'on veut. On est entre nous. S'il y en a que ça, on vous emmerde. Et donc, eux, ils font du prosélytisme. C'est-à-dire qu'ils t'arrêtent dans la rue et il y en a... Et c'est pas qu'il y a un kiosque à droite, à gauche. Par exemple, ils développent le truc. Et ils se mettent proche des écoles, ce qui est vendredi, il y en a un devant l'école de ma fille. C'est interdit par la loi. Tout le temps, à chaque fois, je passe devant. Et donc, ils le font exprès. Et donc, ils disent, viens, mets les tefilines, et ils te mettent une kippa sur la tête. Et donc, quand les touristes ils voient ça, ça les fait sourire, c'est sympa et tout. Waouh, en Israël. Et surtout pour les touristes juifs qui viennent en Israël, c'est génial. Émouvant. Ouais, c'est génial parce que tu peux mettre les tefilines dans la rue et tout ça. Mais en fin de compte, non, c'est pas génial du tout. C'est du prosélytisme parce et c'est interdit. Ils sont là, mais ils cherchent, quoi. Ils vont au truc. Et viens faire Shabbat et tout ça. Et ils cherchent à t'amener à la religion. Alors que s'il y avait le contraire dans les rues de Jérusalem, c'est-à-dire il y a eu les gars ils se sont fait latter, voilà. Et s'il y avait un je dis pas que être gay c'est contraire à être religieux, mais s'il y avait un stand gay dans les rues de Jérusalem, mais ils se feraient matraquer. C'est pour ça qu'on fait les prides. Il y a une vraie guerre et à Jérusalem ils le savent et c'est pour ça qu'il y aura pas de plaque. Et à Tel Aviv ils font ce qu'ils veulent. Il y a personne dans la rue qui va leur dire cassez-vous. Donc jamais il y en a un qui s'est fait retourner son stand ou quoi que ce soit. Bon, ils sont là dans la rue. Moi, je les vois à chaque fois. Je leur dis aller à l'armée, des trucs comme ça. Mais bon, j'ai même plus. Ils s'en foutent, quoi. Au début, je me prenais la tête avec eux. Je leur disais, vous savez que c'est dû à vos Dazaras ce que vous faites et tout ça. Ils sont là pour ça, ils savent. Et ils s'en foutent. Ouais. Bon, on termine sur un point positif. Tu t'es mariée où, toi ? Je suis pas mariée. Moi, tu sais où je me suis mariée ? Tu viens de dire que t'étais pas mariée. Moi, je me suis mariée. T'es pas mariée, je crois que t'étais mariée. Je suis fiancée. On va te trouver un mari. Non, alors, mais je suis fiancée. Sénégal. Non, merci, j'ai trouvé. C'est gentil. Moi, je me suis mariée à la Motte Saint-Héré. En France. À la mairie, genre ? Ouais, à la mairie. Ah ouais. Et ta femme, elle a compris le non, concept ? on voulait pas se marier en Arabanout. Ouais. Et donc, on s'est inscrit dans le village. Un village, mais... Mais il faut pas habiter dans le village pour pouvoir se marier dans le village ? Si, il faut habiter dans le village, mais si tes parents sont inscrits, il y avait eu un truc, je ne me rappelle plus comment on avait fait, on s'était inscrits et donc on est passé devant la mère et c'était super émouvant parce que déjà la mère de la Motte Saint-Héré, elle n'en a pas marié beaucoup des Israéliens, je peux te le dire. Déjà qu'elle est acceptée. C'était en quelle année ? Mais ouais, non, mais c'était génial. C'était en 2007, 6. Okay. Et elle était hyper contente, la mère. C'était génial. Et donc, elle avait le drapeau français. Et ils te lisent les droits civils. Et c'est un bon... c'est un beau... Ouais, c'est génial, quoi. Enfin, on va nous le souhaiter en Israël, qu'on puisse en arriver là. Quand ils lisent les droits et ce que tu dois faire, le contrat de mariage, c'est génial. Enfin, c'est un truc civil, quoi. C'est bien écrit. Ouais, bah, peut-être qu'on en arrivera là. C'est émouvant. Et après, on a été allé se bourrer la gueule au petit bar du coin. Donc, il y a la mairie, le bar. Et en face, tu as l'église pour ceux qui voulaient se marier à l'église. Pas mal. Ouais. Donc, vous n'en êtes pas allé jusque-là. Non, on n'est pas non plus traître à la nation. Il ne faut pas déconner non plus. Je tiens, dans les dernières phrases, de tenir au courant nos auditeurs que malgré la promesse de Ronnie de me faire du pain, oh putain, j'en ai fait. Il n'a pas amené de pain. Je l'ai fait. Voilà, donc je le dénonce. C'est dit. Si, je l'ai fait. Mais de toute façon, j'en fais presque tous les jours. Et ben voilà. J'ai oublié de l'amener. Sachez. Bah, tu t'aurais pu m'envoyer un SMS. Ah ben je savais pas tu t'es dit, on va voir. Je me suis dit qu'on Tu fais comme ma mère.
Bonjour maman, ça va? Donc, la semaine prochaine, je t'enverrai un petit message. Ma mère, elle se met à côté du téléphone. On fera une dégustation en direct. Ouais. Voilà. On testera le produit. Tu m'envoies un... Je t'enverrai. J'y tiens. J'ai fait des baguettes. J'apporte le beurre, si tu veux. C'est des mini baguettes en fin de compte. Ok. J'amène le beurre salé, si tu veux. Non, je vais amener le beurre, t'inquiète. Okay, d'accord. Ah ouais, tu fais à total. Non, travaille à total. Je m'en suis plus rappelé. Eh ben, très bien. Bref. Ciao les amis, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, like and comment. Et si ça vous a plu, envoyez-les à vos amis, partagez-la. Partagez, likez et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour voir aussi un peu de l'actualité. À bientôt, bonne semaine. Ciao.